tous, aujourd'hui on va étudier le chapitre 3 du livre Un sac de billes de Joseph Joffo. Donc le chapitre 3 c'est un chapitre assez long qui fait à peu près plus de 10 pages et on va donc commencer avec une scène qui se passe dans la maison de Jo un matin et on voit que la mère de Jo est en train de coudre quelque chose sur la veste des enfants. On voit ses mains tremblent. Elle sourit avec les lèvres seulement. L'étoile jaune cousue à gros points. Donc ici, il faut qu'on fasse une référence au contexte historique. Donc du coup, durant l'occupation, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs étaient victimes de lois raciales. On le verra plus loin aussi sur cette page, les lois raciales. Et une de ces lois était de porter l'étoile jaune avec écrit juif dessus pour qu'on reconnaisse la population juive. Donc c'était un moyen de les reconnaître, mais aussi de les humilier et de les différencier du reste de la population. Et du coup, elle a les mains qui tremblent. Donc avoir les mains qui tremblent, ça veut dire qu'elle a peur, qu'elle est stressée. Donc on va voir, elle sait très bien l'impact que cette étoile jaune va avoir sur les garçons à l'école. On va voir plus tard dans le chapitre. Donc c'est un impact bien sûr négatif. Et ensuite, on a en gros, en plein milieu de la page, le mot juif. Donc c'est pour montrer ce qui était écrit sur l'étoile en grosses lettres. Donc ça nous met aussi droit dans le contexte que être juif en France sous l'occupation allemande dans les années 40-41 jusqu'en 45 n'était pas une bonne chose puisqu'ils étaient persécutés partout en France. Et Maurice dit, pleure pas, tu vas l'avoir aussi ta médaille. Donc ici on a le mot, pour faire référence à l'étoile, le mot médaille. Donc beaucoup de juifs sont fiers de leur identité et que au lieu d'être vu comme quelque chose dont il faudrait avoir honte, c'est quelque chose dont on est fier. Avoir une médaille, c'est un honneur. Et donc il fait référence à cette étoile en tant que médaille. Et c'est pas la première fois dans ce chapitre, ce ne sera pas la dernière fois dans ce chapitre, qu'il va utiliser le mot médaille pour parler de l'étoile. Donc ici c'est un clin d'œil que Joseph Joffo fait pour montrer que les juifs devraient être fiers d'être juifs. Et il dit aussi tout le quartier va la voir. Donc ici on sait très bien que Porte de Clignancourt c'est un quartier majorité juif. Et du coup, c'est un peu d'humour que fait Maurice en disant que tous les voisins, tout le monde qui fréquente le salon va la voir puisque c'est un quartier où résident beaucoup de juifs. Donc ils auront tous cette étoile. Et ensuite, on parle un peu du contexte historique ici que Joseph Joffo nous donne. Il n'y a plus grand chose que l'on peut faire. On n'entre plus dans les cinémas, ni dans les trains. Peut-être qu'on n'aura plus le droit de jouer aux billes non plus. Donc ici, la référence encore au mot billes, qui fait partie du titre du livre pour montrer la référence à l'enfance. Donc c'est encore de l'humour. Bien sûr, ces lois raciales étaient terribles pour la population juive qui ne pouvait plus se divertir, qui ne pouvait plus aller dans les cinémas, dans les trains, qui ne pouvait plus fréquenter le reste de la population et jusqu'à les empêcher de jouer aux billes, d'être des enfants. Et encore humour d'enfant, on n'aura plus le droit d'aller à l'école. Ça serait pas mal comme loi raciale, ça. Donc il fait de l'humour en disant oui, ça serait une bonne chose si on n'a plus le droit d'aller à l'école. Mais on va voir plus tard dans le chapitre qu'il y aura un passage dans la salle de classe où Jo se rend compte qu'il est triste d'être exclu de la classe et ne pas être reconnu par son professeur. Donc ici, il fait de l'humour, mais la situation est sérieuse et est très triste pour les enfants et pour toute la population juive, bien sûr. Page 25, je voudrais vous parler d'un mot, les galoches. C'est un vieux mot français pour les chaussures. Donc il faisait froid dehors, donc on est en hiver. Nos galoches claquaient le pavé. Donc c'est le bruit que faisaient les chaussures, les talons des chaussures des petits garçons, des écoliers dans l'école, puisqu'ils avaient tous des petites talonnettes. Et il parle des deux parents, un peu plus loin, ils s'étaient pas mal ratatinés depuis quelques mois. Donc se ratatiner, c'est être de plus en plus petit. Donc on voit qu'ils sont pas bien, qu'ils voient que la situation en France dégénère,
qu'ils sont dans une très mauvaise situation. Et on va voir dès la fin du chapitre, leur vie va complètement être chamboulée. Ce chapitre est un chapitre clé dans le livre, puisqu'il montre un changement énorme dans la vie de la famille Joffo. Et là encore, juste en dessous, on a les billes sonnaient toutes ensemble dans ses poches. Donc là, c'est assez positif comme message. On a les billes qui font du bruit. Donc là, il est encore dans l'enfance, Joe, avec la référence à ses billes. Et ensuite, on a un petit dialogue en parlant de l'étoile. Donc je vais vous lire ce petit dialogue. On va la garder longtemps, l'étoile? Il s'arrête pour me regarder. J'en sais rien, moi, pourquoi? Ça te gêne? Ça te gêne? Does it bother you? Does it bother you that star that you're wearing? Je hausse les épaules. Pourquoi ça me gênerait? Why would it bother me? C'est pas lourd, ça m'empêche pas de cavaler. Cavaler, ça veut dire courir, vagabonder. Et en parlant des enfants. Maurice ricane. Ricaner, c'est rire. Alors ça ne te gêne pas? Pourquoi tu mets ton cache-nez devant? Donc il doit mettre son écharpe devant pour essayer de couvrir l'étoile. Et couvrir l'étoile, c'était interdit. Les Juifs ne pouvaient pas couvrir leur étoile. Ils pouvaient être emmenés au commissariat ou à la commandanture pour ça. Il voit toujours tout, ce mec. He always sees everything, this guy. Talking about his brother. Je mets pas mon cache-nez devant, c'est le vent qui l'a rabattu dessus. Donc il trouve une excuse en disant que non, c'est le vent qui cache l'étoile. Donc Joe n'est pas bête, il sait que cette étoile pourrait lui attirer des problèmes. Il ne sait pas encore pourquoi, il ne comprend pas très bien ce que signifie le mot juif. On verra, il demandera plusieurs fois qu'est-ce que ça veut dire être juif. Mais ça le gêne, il se trouve différent des autres et il n'a pas envie de ça. Maurice rigole, donc on a le mot ricaner, rigole. Maurice est plus âgé, il prend ça un peu plus à la légère, on va dire. T'as raison mon petit pote, c'est le vent. Ok, donc un peu sarcastique ici, t'as raison, ouais, c'est ça, c'est le vent. Donc il ne le croit pas du tout. Donc ils se connaissent très bien, ils sont frères. Donc ici on a beaucoup de références donc, à cette étoile et l'impact que cette étoile va avoir sur les deux jeunes garçons. Donc on a tourné la page. Donc on continue avec la page 26 et 27. Donc page 26-27, on a l'apparition d'un nouveau personnage, Zerati. Donc Zerati, c'est un des meilleurs amis de Joe. Et donc quand il se salue, il me regarde, fixe ma poitrine et ses yeux s'arrondissent. Donc il a des grands yeux, il regarde bien sûr l'étoile que porte Joe. J'avale ma salive. Donc il avale sa salive parce qu'il est stressé. C'est long le silence quand on est petit. Donc il attend la réaction de son meilleur ami. Il ne sait pas encore quelle va être sa réaction. Et là, son meilleur ami lui dit « Bon Dieu !» Bon Dieu, murmure-t-il, parce qu'il murmure. « T'as vachement du pot, ça fait chouette. » Avoir du pot, ça veut dire avoir de la chance. Ça fait chouette, ça c'est trop beau, c'est trop bien. Maurice rit, donc Maurice est toujours à rigoler, il ricane, il rit de ça. Et moi aussi, un sacré soulagement m'a envahi. Donc, he's relieved, okay, that his best friend, he's not going to judge him, or he's going to accept him. Tous les trois, nous pénétrons dans la cour. Et là, on a encore la référence justement au côté positif que devrait avoir cette étoile. C'est comme une décoration. Vous avez vraiment du pot. You're so lucky. He keeps repeating the same phrase here. He's so jealous that they have the star and he doesn't. Donc bien sûr, on voit que ce sont des enfants. Pour eux, ils ne comprennent pas la signification de porter cette étoile. Que bien sûr, de porter cette étoile va être une question de vie ou de mort, bien sûr. Va être un arrêt de mort. Et on a encore, sa réaction me rassure. Au fond, c'est vrai, c'est comme une grande médaille. Donc Joe est en train d'essayer de se convaincre que c'est une bonne chose d'avoir cette étoile, que c'est un honneur. Ça ne brille pas, mais ça se voit quand même. It's not shiny, but you can still see it. Ok, et donc Zerati est en train de parler de cette étoile devant tous les copains parce qu'il est super fier d'être le meilleur ami de quelqu'un qui porte une étoile comme ça. Il m'exhibe, ok, donc il shows me to everybody, me fait briller aux yeux des copains.
So he's making me shine to the eyes of my friends. So it makes me feel like someone important to the others. Et ensuite, on a un groupe qui arrive. Donc on a 2 visages sont apparus. Pas souriants, ceux-là. So those ones are not smiling. T'es un youpin, toi. Donc on a le mot youpin qui apparaît pour la première fois. Donc youpin, c'est un mot péjoratif pour parler d'une personne juive. Donc très négatif, très agressif. Et ensuite, cette même personne nous dit c'est les youpins qui font qu'il y a la guerre. Donc c'est à cause des juifs qu'il y a la guerre. Et là, bien sûr, référence au premier chapitre du livre, quand les Allemands sont arrivés dans le salon et qui ont dit que la guerre était la faute des Juifs. Du coup, là, il nous dit, Jo, ça me rappelle quelque chose il n'y a pas si longtemps. Donc ça lui rappelle l'épisode des Allemands et ce qu'ont dit les Allemands. Donc l'objectif d'Hitler, c'était que son armée croit que les responsables de la guerre étaient les Juifs, mais aussi la population française, en mettant des affiches de propagande, comme on verra à la fin de cette page. Et donc, il y avait une partie, bien sûr, de la population française qui y croyait et qui répandait ce message de haine. Et donc, là, Zerati défend son copain en lui disant « T'es tout con, toi, you're such an idiot, you ». C'est con, c'est un mot familier. C'est la faute à Joe s'il y a la guerre. Is it Joe's fault if there's a war? Parfaitement, qu'il dit. Faut les virer, les Yudes. Ok, donc les Yudes, encore un mot péjoratif pour faire référence à un juif. Faut les virer, we need to get rid of them. Donc là, on voit, c'est un enfant, et on voit qu'il parle, bien sûr, en utilisant les mots que ses parents, que sa famille doit utiliser. Donc bien sûr, les parents répandaient ce message de haine à leurs enfants. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Et donc là, on a Jo qui réfléchit sur la situation. J'étais, utilisation de l'imparfait, j'étais un gosse c'est un enfant. Moi, avec des billes, référence au mot billes, qui fait référence à l'enfance, des taloches, des cavalcades, des jouets, donc toys, des leçons à apprendre, school. Papa était coiffeur, donc on voit ici que la situation va changer. On ne sait pas encore, mais on voit que le père de Jo va devoir fermer son salon, ou ne va plus avoir du tout de travail. Mes frères aussi. Maman faisait la cuisine. Donc l'utilisation de l'imparfait, donc c'est fini. Ok, la maman ne va plus faire la cuisine. Le dimanche, papa nous amenait à Longchamp voir les canassons et prendre l'air. Donc voir les canassons, c'est les chevaux. La semaine en classe, et voilà tout. Et tout d'un coup, on me colle quelques centimètres carrés de tissu. Donc il parle d'un bit of fabric. Et je deviens juif. And I become a Jew. Ok, donc là, il nous montre bien qu'il y a un changement radical dans sa vie. Ok, il était enfant et maintenant qu'il porte cette étoile, il n'est plus la même personne aux yeux des autres. Juif, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est quoi un juif? Donc ici, il pose 2 questions. Il est jeune, il ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Et on verra à la fin de ce chapitre qu'il posera la question à son père et son père va avoir du mal aussi à y répondre. Qu'est-ce que c'est un juif? Parce que pour lui, il n'est pas juif pratiquant. On verra plus tard qu'il dit qu'il n'a pas de religion, qu'il va très bien à l'église comme ailleurs. Et donc pour lui, il ne comprend pas vraiment. Je sens la colère qui vient. I can feel the anger coming. Doublé de la rage, doubled with hatred, to not understand, de ne pas comprendre. Donc il ne comprend pas. On ne lui a jamais expliqué ce que c'était être juif. Parce qu'avant, il n'avait jamais à se poser la question. Il ne s'est jamais posé la question. Oui, il est né juif, mais il n'était pas juif pratiquant. Alors pour lui, ça ne faisait pas aucune différence. Le cercle s'est resserré. Donc là, les garçons se mettent tout autour d'eux. T'as vu son tarin. Tarin, c'est un mot négatif pour parler du nez. Donc pourquoi est-ce qu'il fait référence ici au nez? Parce que sur les affiches qu'on voit dans la rue, on représente de manière négative, péjorative, le juif avec un gros nez. Donc, et c'est là qu'on parle de cette affiche qu'il voit dans la rue. Donc les rues de Paris, de France, étaient pleines de ces affiches de propagande contre la population juive, pour créer bien sûr de la haine. Rue Macquardet,
Donc là, on a le nom de la rue qui existe pour nous montrer à quel point ça s'est vraiment passé. Ce n'est pas de la fiction. Il y avait une affiche au-dessus du marchand de chaussures, juste à l'angle. Il y avait probablement cette affiche située là, à cette époque. Une très grande affiche en couleur. Donc en couleur, à l'époque, avoir des affiches en couleur comme ça, c'est quelque chose qui marque. Les gens vont s'arrêter pour la regarder. Dessus, on voyait une araignée, spider, qui rampait sur le globe terrestre, which was crawling around the globe. Une grosse mygale, a big tarantula, velue avec une tête d'homme, with a human head, une sale gueule, a horrible face, avec des yeux fendus, des oreilles en chou-fleur, ce cauliflower ears, une bouche lipue et un nez terrible en lame de cimeterre. Donc a horrible big nose and a big lips mouth. En bas, c'était écrit quelque chose du genre le juif cherchant à posséder le monde. Okay, the Jew trying to possess the world. Donc voilà, c'était une affiche de propagande typique de la Seconde Guerre mondiale pour montrer que les juifs à la population française étaient dangereux, qu'il faut les exclure, qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils essayent de posséder le monde, qu'ils sont mauvais. On passait souvent devant avec Maurice. Donc les garçons passaient devant sans s'en rendre compte. Ça ne faisait ni chaud ni froid. On ne savait pas de quoi ça parlait, puisque pour eux, ils ne se voyaient pas du tout dans cette représentation du juif, dans cette araignée horrible qui essaie de manipuler le monde, dominer le monde. C'était pas nous ce monstre. It wasn't us, this monster. On n'était pas des araignées. We were not spiders. On n'avait pas une tête pareille. We didn't have such a face. Dieu merci, thank God. J'étais blondinet, moi. I was blonde. Avec les yeux bleus, with blue eyes. Et un pif, comme tout le monde. Un pif, c'est un autre mot pour le nez. And a nose like everybody else. Alors c'était simple. So it was simple. Le juif, c'était pas moi. The Jew, it wasn't me. Donc ça crée encore plus de confusion chez Joe, parce que il ne comprend pas ce que c'est qu'être juif, cette araignée horrible qui essaye de dominer le monde. Pour lui, ce n'est pas lui, alors il n'est pas juif. Et voilà que tout d'un coup, cet abruti, this imbecile, this idiot, me disait que j'avais un tarin, comme sur l'affiche. Started telling me that I had a nose like on that poster. Tout ça parce que j'avais une étoile. All that because I had a star. Donc on voit que cette étoile, c'est vraiment pour associer les juifs aux affiches pour qu'on les reconnaisse. Et d'ailleurs, si vous regardez de nombreux films sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'occupation, le lendemain, quand tout le monde porte l'étoile, on a beaucoup de voisins qui se disent « Ah oui, lui, il était juif ». Donc les gens ne savaient pas. Et tout d'un coup, de porter cette étoile, l'image change. L'image de ces personnes change, puisqu'ils associent directement l'étoile aux affiches de propagande, à tous les messages de haine qu'ils entendent sur la population juive. Donc ensuite, page 28-29, on a un passage important, c'est le passage dans la salle de classe. Donc du coup, Joe est en classe et le professeur va interroger quelqu'un. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas interrogé Joe, alors il pense que ça va tomber sur lui forcément. J'avais un peu la trouille, ok? La trouille, c'est avoir peur. J'étais sûre d'y passer. I was sure it was gonna be my turn. Il a promené son regard sur nous comme tous les matins, mais il ne s'est pas arrêté sur moi. He didn't stop his stare on me. Ses yeux ont glissé. Et c'est Rafar finalement qui est allé au tableau pour se ramasser sa bulle, ok? To be questioned. Cela m'a donné une mauvaise impression. Donc tout de suite, il a cru, est-ce que je ne compte plus? Est-ce que je n'existe plus dans cette classe parce que je porte l'étoile? Je n'étais plus un élève comme les autres. Donc là, on voit encore la différence que crée cette étoile, même dans la salle de classe. Même le professeur qui est censé être impartial, ça va avoir un impact sur lui. Il y a encore quelques heures, cela m'aurait ravi, mais à présent, cela m'ennuyait. Donc on a vu au début du livre, il aurait été content que de ne pas aller à l'école fasse partie des lois raciales, mais là finalement il se rend compte que non, c'est pas cool. Okay, il veut être un élève comme les autres, il ne veut pas que sa vie change.
Qu'est-ce qu'ils avaient donc tous après moi? What did they have against me? Ou ils cherchaient à me casser la gueule, or they were trying to beat me up, ou ils me laissaient tomber, or they abandoned me, they gave up on me. Là, en parlant du professeur. Donc, ça le turlupine, il est inquiet et il va vouloir savoir vraiment s'il existe dans cette classe. Donc, ce professeur, il adore le silence, il ne supporte pas le bruit. Donc, que va faire Joe pour être puni? Il va chercher à être puni. Il dit même, page 29, c'est rare qu'un élève cherche à être puni. Donc, c'est à quel point il pense qu'il n'existe plus dans cette classe et il veut en être sûr. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son ardoise et il la fait tomber. Donc, on voit là l'onomatopée Braum qui montre qu'il y a un énorme bruit dans la classe. Et l'ardoise est par terre. Tout le monde le fixe dans la classe, bien sûr. Et là, il attend que le professeur lui dise « en retenue à 4h30 ». Ok, punition, tu as fait du bruit, tu dois être en retenue. Et il dit, ça aurait été la preuve que rien n'était changé, que j'étais toujours le même, that was still the same, un écolier comme les autres, a pupil like all the others, que l'on peut féliciter, that we can congratulate, punir, punish, interroger, interrogate. Et là, Monsieur Boulier m'a regardé, et puis son regard est devenu vide, and his stare became empty. His look became empty. Complètement vide. Completely empty. Comme si toutes ses pensées s'étaient envolées d'un coup. As if everything he was thinking about just left his head. Lentement, il a pris une grande règle. Il a montré une ligne qui descendait de Lyon jusqu'en Avignon. Et il a dit, en gros, il a continué sa classe comme si de rien n'était. Donc il a complètement ignoré ce qu'a fait Joe. Il ne peut même pas le punir. Il l'ignore totalement. Et là, Joe a compris, j'ai compris que pour moi, l'école était finie. Donc c'est la fin de son enfance, puisque les enfants sont censés aller à l'école, et c'est pour lui qu'il ne retournera pas à l'école. Et il a raison, ça sera sa dernière heure de classe. Ensuite vient la récréation, et ici on a encore les insultes qui recommencent. Youpin, youpin, youpin. Ok, il y a son frère Maurice qui est en train de se bagarrer parce qu'il porte l'étoile. Et encore, on a la répétition des insultes. Youpin, youpin, youpin. Mon poing est parti et j'ai pris un coup violent sur la cuisse. J'ai cru que l'école me tombait dessus. I thought the school was falling on me. Donc, vraiment un passage violent, choquant pour les enfants qui sont complètement humilié et battu. Et il va retourner en salle de classe et là on voit au-dessus du tableau la tête du maréchal Pétain. Alors le maréchal Pétain, qui est-il? Donc pour en savoir plus, vous pouvez regarder, vous pouvez télécharger mon étude du chapitre 3 et il y a une leçon gratuite sur le maréchal Pétain et son régime. Et il y a une phrase qu'a dit le maréchal Pétain. Je tiens mes promesses, même celles des autres. Donc, de quelles promesses est-ce qu'il parle? Et Joe demande même, je me demandais à qui il avait bien pu promettre de me faire porter une étoile. Donc, Joe ne connaît pas Hitler, ne connaît pas la situation politique du moment. Et oui, le maréchal Pétain devait suivre les lois raciales d'Hitler, puisque c'était un régime qui collaborait avec l'Allemagne nazie et d'ailleurs qui va envoyer énormément de juifs, même de juifs français, dans les camps. Donc un des camps français était le camp de Drancy et beaucoup de juifs vont être déportés en Allemagne et dans les camps de concentration en Allemagne. Donc si vous voulez regarder un film qui parle de ces déportations, vous pouvez regarder La Rafle, donc c'est un film très difficile qui fait référence à la rafle du Veldiv, qui a été autorisée bien sûr par le maréchal Pétain. Et de nombreux juifs et enfants ont été victimes de cette rafle et ont été envoyés dans les camps de Drancy et de concentration en Allemagne. Et beaucoup la plupart, la grande majorité n'ont pas survécu à cette rafle. Ça avançait à quoi? Pourquoi les autres cherchaient-ils à me dérouiller?
What was the point of this? Why were they trying to beat me up? Ok, il ne comprend pas, puisque bien sûr, tous ses enfants, tous ses camarades entendent parler de haine contre les juifs dans leur famille, avec leurs parents, alors que Joe, lui, bien sûr, ne parle pas du tout de ça avec sa famille. Et page 31, au début de la page, il dit quelque chose qui nous marque. Ce qui me reste de cette matinée, plus que les coups, more than the beatings, plus que l'indifférence des grands, more than the indifference, the ignorance of the bigger, of the oldest ones, of the oldest, cette sensation d'impuissance à comprendre. It's that feeling of that I cannot understand. Okay? So, il ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer, ce changement. Pourquoi il ne comprend pas? Il sait qu'il peut y avoir du racisme si on a une couleur de peau différente. Ça, il le connaît. J'avais la même couleur que les autres, la même tête. J'avais entendu parler de religions différentes. I heard about different religions. Et on m'avait appris à l'école que des gens s'étaient battus autrefois pour cela. People had fought in the past because of religions. Mais moi, je n'avais pas de religion. But I didn't have a religion. Le jeudi, j'allais même au patronage avec d'autres gosses du quartier. On faisait du basket derrière l'église. Donc il allait à l'église, il allait voir le prêtre catholique avec les autres. J'aimais bien cela. Et à l'heure du goûter, l'abbé nous donnait un gros casse-croûte. Donc pour lui, que les gens soient chrétiens, juifs, musulmans, ne fait aucune différence. Et d'ailleurs même, on verra que la mère de Joe était rassurée de le savoir avec l'abbé, de le savoir à l'église, plutôt que d'être en train de faire des bêtises. Alors, où était la différence? Si lui, il peut s'entendre avec des catholiques, pourquoi est-ce que l'inverse ne peut pas exister? Okay? Il ne voit pas de différence physique, même de religion, entre lui et ses camarades. Donc, fin de la page 31, on a un petit échange, un dialogue avec Zerati, qui court après Joe et qui crie « Joe, 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 on court après moi », c'est Zerati. Il est un peu essoufflé dans sa main. Il a un sac de toile qui ferme avec un lacet. Il me le tend. Je te fais l'échange. I want to exchange it with you. Je n'ai pas compris tout de suite, donc Joe ne comprend pas. Contre quoi? D'un doigt éloquent. Il désigne le revers de mon manteau. Contre ton étoile. Against your star. Maurice ne dit rien. Il attend en claquant les talons de ses galoches l'un contre l'autre. Maurice était en train d'observer la scène. Je me décide brusquement. D'accord, ok. C'est cousu à gros points et le fil n'est pas très solide. Je passe un doigt, puis deux, et d'un coup sec, je l'arrache. I tear it. Voilà. Les yeux de Zerati brillent. Donc Zerati adore cette étoile, okay, il la voulait. Mon étoile pour un sac de billes. Ce fut ma première affaire. Donc ici, on va voir que les garçons sont très débrouillards. Okay, ils vont faire beaucoup d'affaires, ils vont réussir à survivre tout au long de ce livre. Et donc là, il a réussi à échanger son étoile contre un sac de billes et il pense que c'est une très bonne affaire. Et bien sûr que c'est une très bonne affaire. Okay, puisqu'ici, c'est un peu échanger l'étoile contre l'enfance, okay, qu'il essaye de récupérer. Et les garçons ensuite rentrent à la maison. Et là, donc, la mère et le père voient dans quel état sont les garçons, voient qu'ils ont été battus à l'école et prennent la décision de ne pas les envoyer à l'école aujourd'hui. Il dit cet après-midi, vous êtes libres. Et le soir, il aura quelque chose à leur dire, le père de Joe et Maurice. Donc ils passent tout l'après-midi à vagabonder dans les rues, à Montmartre. Donc on a une bonne description du Sacré-Cœur, des escaliers, des rampes du Sacré-Cœur qui sont faites pour les enfants, pour qu'ils les descendent à fond de train, toute vitesse. Donc c'est un moment heureux entre les garçons qui adorent leur quartier, qui adorent Paris. Hein. Et là, on voit qu'ils sont encore débrouillards puisqu'ils voient des officiers allemands qui sont en train de se prendre en photo devant Montmartre et ils font un détour pour les éviter et nous sommes revenus vers la maison à toute allure. Donc, pourquoi est-ce que c'est important que les garçons
soient débrouillards. Donc on va regarder ici dans les pages qui viennent pourquoi ils savent se débrouiller, comment ils savent se débrouiller. Donc une chose que les garçons ont l'habitude de faire, c'est d'aller faire des braquages, donc des cambriolages du salon de leur père. Parce que dans le salon de leur père, il y a toujours des petites pièces qui traînent dans la caisse. Et du coup, ils y vont avec des précautions infinies. Donc ils font très attention. Ils observent dans le couloir, en silence. Ils allaient pieds nus, sans faire craquer les marches, puisque bon, tout doit être en parquet, en bois, donc ça fait beaucoup de bruit. C'est un coup à prendre. Il faut être habitué à le faire. Nous, oui, on est habitué à le faire. Il faut tâter. Donc ils sont dans le noir complet, ils touchent pour savoir où ils sont. Ils ne font pas toucher le talon par terre, parce que ça peut faire du bruit. Ok, donc ils arrivent toujours à trouver des petites pièces et ils ne se sont jamais fait prendre. Donc on voit qu'ils sont très habiles et qu'ils n'ont jamais manqué de réglisse dans leur enfance, donc de bonbons. Donc ils allaient faire des cambriolages pour avoir des bonbons. Ensuite, on sait que Jo et Maurice arrivent toujours à trouver des cigarettes parce qu'ils font croire que leur grand-père est asthmatique et qu'ils ont besoin de cigarettes à l'eucalyptus, donc quand ils vont à la pharmacie. Et il faut baratiner pas mal. Donc baratiner, c'est vraiment parler, jusqu'à ce que la personne te croie. Et ça marchait le plus souvent. Donc la plupart du temps, ils arrivaient à obtenir des cigarettes. Donc tout ça nous montre que ce sont des garçons débrouillards qui peuvent survivre dans la rue. Donc bien sûr, ce sont des enfants. Ok, donc on voit que ce sont des jeux d'enfants. Et tout ça va vite se transformer en vérité. Et ils vont vraiment devoir faire face à la survie, à la réalité de la France sous l'occupation. Et fin de la page 34, il y a un paragraphe que moi j'ai souligné. Nous avons regardé un moment sans rien dire. Donc ils ont observé la ville de Paris. J'aimais ces toits, ces monuments qui s'estampaient au loin. Je ne savais pas encore que je ne reverrais plus ce paysage si familier. I didn't know yet that I would never see this landscape again. This very familiar landscape again. Je ne savais pas que d'ici quelques heures, I didn't know that in the space of a few hours, je ne serais plus un enfant. I would not be a child anymore. Donc, quand ils vont rentrer à la maison, la conversation qu'ils vont avoir avec leur père va tout changer. Ok, donc ils rentrent à la maison et ils entendaient tous ces mots. Donc bien sûr, dans l'étude de mon chapitre 3, vous aurez une activité sur tous ces mots, ce qu'ils veulent dire. Comment on entoure, ligne de démarcation, les villes, Marseille, Nice, Casablanca. Donc une explication plus détaillée dans l'étude du chapitre. Et donc on apprend aussi que leurs frères sont partis, okay, qu'il n'y a presque plus personne dans le salon est vide, bien sûr parce que les habitués du salon sont tous juifs, et ils ont tous fui vers la France libre. Donc Paris était sous occupation allemande, et le sud de la France était en zone libre entre guillemets, sous le régime de Vichy du maréchal Pétain. Et les juifs n'étaient pas autant persécutés en France libre à cette époque en 41. Okay, en 42, les choses vont changer. Mais en 41, beaucoup de juifs essayaient d'aller en France libre pour aller jusqu'au port de Marseille ou de Casablanca, et beaucoup prenaient des bateaux jusque dans les îles de Martinique ou en Amérique. Et il y a une personne qui est toujours là au salon, c'est Duvalier, toujours fidèle. Et oui, puisque Duvalier est d'origine française, il ne risque rien à rester à Paris, lui. Donc c'est vraiment le seul Français qui reste et qui revient au salon, comme toujours. Et là, le père de Jo va nous raconter son histoire. À la fin de la page 35 commence l'histoire du père de Jo. Donc on apprend qu'il vivait en Russie et que la Russie était gouvernée par le tsar. Et le tsar était comme les Allemands aujourd'hui, ça veut dire qu'il détestait les Juifs, et aussi qu'il envoyait des émissaires pour aller prendre les jeunes garçons et les enrôler dans l'armée. Donc il ramassait des petits garçons comme moi et il les emmenait dans des camps où ils étaient des soldats. Okay, et le père du père Joffo
lui a dit tu as envie d'être dans l'armée toi? Et il a dit non. Alors il lui a dit tu vas devoir partir. Et il avait 7 ans quand il est parti et qu'il a trouvé des petits boulots, il a gagné sa vie comme il pouvait jusqu'à ce qu'il arrive en France où il a rencontré la mère de Jo, il a eu les enfants et il a ouvert son salon. Donc son salon, il le dit, hein, qu'il a l'argent que j'ai gagné, je ne le dois qu'à moi. Donc c'est lui qui l'a construit, il a tout construit de ses mains, il est parti de rien quand il avait 7 ans et petit à petit, il a réussi à se faire une vie à Paris. Et il croit en la France, en liberté, égalité, fraternité. Il est persuadé que la France est le pays des droits de l'homme, que ce qui est en train de se passer, c'est impossible. Mais il se rend vite compte que la situation en France est en train de changer, que les Allemands sont à Paris et que les garçons vont devoir faire la même chose. Et il pose la question, page 37, vous savez pourquoi je vous raconte tout ça? Oui, dit Maurice, c'est parce que nous aussi on va partir. Oui les garçons, vous allez partir aujourd'hui, c'est votre tour. Ok, donc partout dans le monde à différentes époques, les Juifs ont été persécutés, ont dû fuir leur maison, leur famille, et ici encore en 41, les 2 garçons vont devoir partir seuls vers la France libre. Et donc le père dit une phrase assez importante, lorsqu'on n'est pas le plus fort, lorsqu'on est 2 contre 10, 20 ou 100, le courage, c'est de laisser son orgueil de côté et de foutre le camp. Foutre le camp, ça veut dire partir. Okay, on ne peut pas lutter contre autant de personnes qui ont la haine, qui sont contre les Juifs. Il faut partir et sauver sa peau. Et là, Jody, je sentais une boule monter dans ma gorge. Mais je savais que je ne pleurerais pas. I knew I would not cry. La veille peut-être encore. Yesterday, maybe yes. Mes larmes auraient coulé. Mais à présent, c'était différent. But now, it was different. Donc là, c'est vraiment ce chapitre nous montre le passage de l'enfance à l'âge adulte. Un enfant aurait pleuré. Jo ne pleure pas. Il n'est plus enfant. Il sait la responsabilité que lui donne son père. Il doit être un adulte. Il doit être fort pour survivre ce qui est en train de se passer. Vous avez vu que les Allemands sont de plus en plus durs avec nous. Il y a eu le recensement, la vie sur la boutique, les descentes dans le magasin. Aujourd'hui, l'étoile jaune. Demain, nous serons arrêtés. Alors il faut fuir. Le père connaît tout ça. Il a déjà vécu ça. Il sait comment ça se passe. Il y a beaucoup de Juifs qui pensaient que non, qu'ils sont dans le pays des droits de l'homme, que la France va les protéger, qu'il ne va pas y avoir d'arrestation, que c'est pas possible. Ça, ce sont les Juifs qui sont restés à Paris. Ils se sont tous fait arrêter. Lui, le père de Jo, a l'expérience de la Russie. Il sait très bien jusqu'où ça peut aller, qu'ils vont être arrêtés. Alors il faut fuir. We need to escape. Henri et Albert sont en zone libre. Donc maintenant, on sait où sont les 2 frères, qui sont déjà partis là-bas. Donc beaucoup de familles juives faisaient ça. Ils ne partaient pas tous ensemble, puisque c'était trop dangereux, ils étaient trop repérables. Ils envoyaient 2 personnes ou une personne en zone libre pour construire la maison, l'endroit, l'abri, pour recevoir toute la famille après. Et il dit, ne vous en faites pas, les Russes ne m'ont pas eu à 7 ans. Ce n'est pas les nazis qui m'épingleront à 50 berges. Une berge, c'est an. Okay, c'est une façon de donner son âge assez familière. Donc il dit que les nazis, le père dit que les nazis ne vont pas l'avoir à 50 ans, alors que les Russes ne l'ont pas eu quand il avait 7 ans, quand c'était un petit garçon. Et là, le père explique tout le passage, tout ce qu'ils doivent faire pour aller jusqu'en zone libre, rejoindre leurs frères. Donc il va leur donner beaucoup d'argent, 20 000 francs, je crois que c'est... 5 000 francs chacun, donc qui est énormément d'argent pour l'époque. Donc les garçons disent 5 000 francs. Même les soeurs de grand cambriolage, je n'ai jamais eu plus de 10 francs en poche. Quelle fortune! Donc pour eux, c'est l'aventure, ils sont riches, ils écoutent attentivement ce que leur disent leurs parents, parce qu'ils vont devoir prendre le train jusqu'à Dax, qui est dans le sud-ouest de la France, proche de la zone libre. Et là, le père de Jo, il y a une scène très importante encore. Enfin, dit-il, page 39, il faut que vous sachiez une chose. Vous êtes juif, mais ne l'avouez jamais. Vous entendez? Jamais. Donc le jamais est en lettres capitales, en grosses lettres majuscules.
pour montrer l'importance de ne pas révéler son identité juive. Pourquoi? Parce que dire que l'on est juif en 41, c'est un arrêt de mort. C'est direction dans les directions camps de concentration. Surtout si on essaye de s'échapper ou d'aller vers la France libre. On est arrêté. Nos deux têtes acquiescent ensemble. À votre meilleur ami, vous ne le direz pas. Vous ne le chuchoterez même pas à voix basse. Vous nierez toujours. You will always deny it. Vous m'entendez bien? Toujours. Répétition du mot toujours pour insister sur l'importance de ne pas le dire. Joseph, viens ici. Joe, come here. Je me lève et m'approche. Je ne le vois plus du tout à présent. Tu es juif, Joe? Donc ils ont la tête face à face, hein. Il ne le voit plus tellement il est près de son père. Non. Ok, donc ils ont probablement front à front, comme Joe pourrait être dans la situation avec un Allemand qui le force à dire la vérité. Sa main a claqué sur ma joue, une détonation sèche. Donc il lui a donné une claque très forte. Il ne m'avait jamais touché jusqu'ici, il n'avait jamais frappé son fils avant. Ne mens pas, tu es juif, Joe. Non. J'avais crié sans m'en rendre compte, un cri définitif, assuré. So he shouted it like he was sure that he was not a Jew. Mon père s'est relevé. Eh bien voilà, dit-il, je crois que je vous ai tout dit. La situation est claire à présent. Donc c'est une scène violente, choquante, mais ça montre que c'est une question de survie de ne pas dire que l'on est juif en 41. Et là, on a cette question qui revient de Joe. Qu'est-ce qu'un juif? Okay, il pose la question à son père, qu'est-ce qu'un juif? Papa s'est gratté la tête. Donc il s'est gratté la tête. C'est une question très difficile. Eh bien, ça m'embête un peu de te le dire, Joe, mais au fond, je ne sais pas très bien. Okay, donc il ne sait pas comment l'expliquer. Et les deux garçons le regardent. Comment tu ne peux pas nous dire ce que c'est d'être juif, si on est juif, si on doit faire tout ça, si on doit s'échapper